Alors, pour débuter nos échanges, je me tourne vers vous, Raphaël Alessandri. Quelle place occupe cette opération au sein de l'opération du bassin minier, et quelle place occupe le logement social dans la réflexion sur le patrimoine? Vous avez un micro, si vous voulez. Alors, on va continuer de jouer au jeu du zoom et des zooms. Donc, cette opération, Philippe l'évoquait, c'est une des opérations pilotes qui a permis de... C'est ces démonstrateurs qui sont importants. C'est-à-dire que c'est une cité, tu l'as rappelé, tu l'as dit, elle devait être démolie. Donc son avenir a tenu qu'à un fil à un moment donné. Et puis après, les services de l'État, notamment le ministère de la Culture, a fait le pari de le protéger. Alors que je ne vais pas revenir sur le détail, mais c'était quand même très compliqué. Il y avait plein de questions qui se posaient. Mais à un moment donné, il faut arrêter le bras de la démolisseuse et puis faire le pari de l'avenir et de dire qu'on trouvera des solutions. Donc on a tous travaillé, y compris sur l'ingénierie financière, sur les travaux techniques, et puis après le maître d'œuvre arrive et il nous sort un projet magnifique. Donc on est tous très contents. C'est un démonstrateur. C'est un démonstrateur qui ne doit pas cacher une autre réalité qui est qu'il faut habiter, gérer, transformer, protéger, parce que la protection, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut assumer le fait que voilà, l'outil, on peut parler de planification, on peut parler d'évolution, il y a des éléments aussi, il faut assumer, les protéger comme tels. Mais bon, ça ne doit pas cacher l'ensemble d'une part des 70 000 logements dans lesquels les habitants continuent de vivre. Et parmi ces 70 000 logements, il y a à peu près 27 000 logements, contrairement à ce que disait la vidéo, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc, qu'est-ce que ça signifie de décider à un moment donné d'inscrire 24 000 logements sociaux, très sociaux, le porter au nu et dans le sein des seins de la reconnaissance du patrimoine. Jean-François Caron l'évoquait ce matin, c'est évidemment un projet politique fort, c'est un pari sur l'avenir, et c'est aussi, à un moment donné, assumer ce qu'on est, c'est-à-dire que ces logements, de toute façon, ils sont là. Il y a une époque où il y avait d'autres dirigeants à l'époque chez Maisons et Cités avec des perceptions différentes, évidemment, les choses évoluent. Et il y avait aussi de se dire, de toute façon, c'est un boulet qu'on traîne, si on pouvait, on démolirait tout et puis on passerait à autre chose. Bon, évidemment, ça n'est pas possible, et heureusement, mais en plus, ce serait nier ce qu'on est. Et de toute façon, à un moment donné, ce que disait Jean-François, assumons ce qu'on est, et on a sur le territoire 70 000 logements sociaux, très sociaux. Donc le travail qu'on a fait, c'est de transformer la perception qu'on avait de cet héritage. En 2003, quand on commence les études, honnêtement, il y a une perception plutôt négative de cette... Alors c'est du patrimoine social, les élus se sont battus pour qu'il reste dans le giron, donc c'est important, cette perception vraiment d'avoir un héritage social, c'est important. Par contre, la perception en termes d'héritage culturel, de patrimoine, n'existe pas. On parle de corons, on imagine tout le monde, et même ailleurs en France, qu'on a ces barreaux là, qui font des centaines de mètres, gris, tous identiques, dans lesquels les gens habitent. Donc le premier travail, ça a été déconstruire. Donc déconstruire, travailler sur la reconnaissance, donc travailler sur la connaissance. Donc il y a eu 3 ans de travail acharné, de terrain, un travail de rein. Il y a 563 cités, donc on a arpenté le territoire pendant 3 ans. On a référencé les cités, on les a décrites, on les a photographiées, on a analysé les données, on a fait un travail d'archives qu'il faudrait compléter. Et on est retourné voir le bailleur avec ça, et on disait, voilà, votre héritage, c'est ça, c'est un héritage social, mais ça a aussi une valeur patrimoniale. Et là, le bailleur nous dit, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Vous allez me choisir 40 cités, une dizaine de cités, on les met sur le périmètre patrimoine mondial, et puis après, vous nous laissez un peu faire ce qu'on veut sur le reste. Donc évidemment, c'était pas l'objet. Donc on est retourné sur le terrain pendant 2 ans. On a travaillé avec le bailleur, et ça c'est important, avec les services déconcentrés de chez Maisons et Cités de SIA. On a travaillé et on a élaboré avec eux, avec les services de la DRAC, une grille de critères. C'est-à-dire pour démontrer, voilà, c'est quoi la qualité de ce parc? Qualité urbaine, qualité architecturale, qualité paysagère, avec des critères, des sous-critères, des photos de référence, des choses comme... On s'est mis d'accord déjà sur la valeur. Et ça, on a fait attention. On parle pas de gestion. On ne sait pas comment on va faire. Déjà, mettons-nous d'accord sur la valeur de cet héritage. Parallèlement, de manière maligne, on travaille avec les services aussi de Maisons et Cités pour, évidemment, avoir plus de connaissances. Vous me dites si je suis trop long. Avoir plus de connaissances aussi sur les contraintes en termes de gestion. C'est un bâtiment ancien qui n'a pas toujours été rénové dans les règles de l'art. Donc, voilà, parallèlement, on a mené les études pour faire émerger la qualité patrimoniale. En même temps,
en discutant avec le bailleur, on avait en parallèle commencé à faire émerger aussi les contraintes en termes de gestion et de rénovation. Donc cette grille de critères qui a été validée, on est retourné on est des bons soldats à la mission, on est retourné 2 ans sur le territoire, on a renoté chaque cité une par une en fonction de cette grille de critères, et on est retourné, donc 4 ans, 4-5 ans, on est retourné voir le bailleur, on dit voilà, c'est ça vos cités minières, vous avez 40 cités exceptionnelles, il y en a autant qui sont remarquables, on avait validé ensemble cette grille de critères, au regard de cette grille de critères, voilà ce qu'on a sur le territoire. Donc maintenant on discute, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et en fait c'est là, c'est important, parce qu'en fait inscrire ce patrimoine, c'est assumer, objectiver que c'est un livre ouvert sur les évolutions de l'habitat patronal, de la naissance de l'hygiénisme, jusqu'à la charte d'Athènes. On est en train d'essayer de sauver un Camus. Donc, il est pas beau, c'est du béton, il est préfabriqué, il est en mauvais état, il n'est pas habité. Toujours est-il que c'est un marqueur essentiel de cette longue histoire de l'innovation et de la manière de concevoir l'habitat ouvrier. On ne construira plus jamais de logements préfabriqués à 100% sur le territoire ou ailleurs. Enfin bon, c'est une parenthèse. Donc, changer le regard, travailler sur la reconnaissance. Et après, le plan de gestion, on a travaillé, Catherine l'a évoqué, ça veut dire que quand on écrit un plan de gestion patrimoine mondial pour garantir au comité du patrimoine mondial que le territoire, ses acteurs, les bailleurs, les collectivités sont aptes à gérer ce patrimoine exceptionnel, forcément, on l'écrit différemment que quand on écrit un plan de gestion pour une cathédrale, même si je ne dis pas que c'est simple, mais c'est différent. Donc le plan de gestion patrimoine mondial a pris à bord les questions de protection, évidemment, les questions de reconnaissance de la qualité architecturale, urbaine, paysagère, mais aussi a pris à bord les questions d'évolution, c'est-à-dire qu'il faut être clair, c'est-à-dire que ce patrimoine, il restera debout si les gens habitent dedans. Donc c'est un patrimoine habité. Donc si on n'arrive pas à faire en sorte que les gens aient envie d'y habiter, ce patrimoine va mourir, j'imagine comme tous les patrimoines, mais surtout si c'est du logement social. J'ai une question complémentaire. Est-ce que les enjeux climatiques, environnementaux changent ou peut-être dénaturent votre mission de sauvegarde du patrimoine ou pas? Honnêtement, non. Pour l'instant, non, parce que ce qui dénature, non, c'est pas. En fait, l'inscription au patrimoine mondial permet de prendre du recul par rapport à ces questions importantes, mais pas suffisantes. C'est-à-dire pendant 40 ans, on a mis aux normes, sans pouvoir faire la bascule et garantir que ce parc serait valorisé à la hauteur de ce qu'il est et garantir l'attractivité. C'est-à-dire, et ce qu'on dit à travers l'inscription au patrimoine mondial, c'est de dire, oui, évidemment qu'il faut faire de la rénovation thermique, mais de la rénovation thermique, c'est pas de la rénovation. Les gens, ils habitent pas dans un 104 kW/m² par an. Ils habitent dans un logement avec une cuisine ouverte sur le jardin, un séjour décloisonné, des chambres avec des bonnes surfaces. Et pendant 40 ans, on a rénové. Personne n'est autour de la table était là, donc je peux y aller. Et puis nous, on fait des erreurs aujourd'hui qu'on verra dans 20 ans. Mais bon, toujours est-il que pendant 40 ans, on a mis aux normes sans se poser des questions d'habitabilité. Donc on fait avec tout ça aussi. Et à travers les cités pilotes, si je voulais dérouler vraiment, donc il y a le travail de connaissance, reconnaissance, construction d'un vocabulaire commun et puis de partager sur les valeurs, et après des démonstrateurs. On l'évoquait ce matin, enfin dans le petit film, c'est important à un moment donné de faire la démonstration concrète que ce qu'on raconte là dans les plans de gestion, on arrive à le mettre en œuvre sur le terrain. C'est pour ça que des projets comme la Cité d'électriciens, comme les cités Lemay et Sainte-Marie, comme la Cité Taffin, à un moment donné, ça a été des points de bascule, et c'est important parce qu'on a réussi à démontrer, alors c'est pas simple, hein, mais qu'on pouvait évidemment sauver des logements qui devaient être démolis, rénover des espaces publics de manière beaucoup plus qualitative, adapter des logements aux contraintes thermiques, oui, évidemment, mais également aux attentes en termes d'habitabilité à court, à moyen et à long terme. Donc il faut tout faire, en fait. Quand on inscrit 28 000 logements sociaux, très sociaux, anciens, avec une haute valeur patrimoniale, il faut être bon partout, quoi. Avec, et voilà. Et ces cités pilotes, ce qui est important aussi quand même, c'est qu'on voit qu'à travers la question du patrimoine, on a réussi modestement à sortir 5 opérations qui elles-mêmes ont démontré qu'on pouvait faire autrement et qui ont rétroagi sur le grand plan qui est l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas une erreur de dire que s'il n'y avait pas eu ces opérations pilotes, cette notion d'approche intégrée, je ne sais pas si elle serait arrivée. Je pense qu'on aurait continué à rénover. Alors je ne dis pas que c'est simple, ça complique la vie du bailleur, ça complique mais au final, je pense si on arrive à le mettre en œuvre,
Je vois Jean-Louis on va le voir après. Si on arrive à le mettre en œuvre à la hauteur des ambitions, voilà, on aura créé des quartiers agréables à vivre et beaux. Philippe, tu évoquais tout à l'heure le fait que le Cité des électriciens bénéficiait d'une protection. Je vais passer la parole à Corinne Langlois, vous représentez le ministère de la Culture. De nombreuses cités minières ne font l'objet d'aucune protection, mais ont quand même le label UNESCO. Est-ce que, peut-être ce vide juridique, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ou peut-être l'absence de superposition de systèmes de protection, que ce soit au titre des monuments historiques ou des sites patrimoniaux, est-ce que cela peut poser problème ou pas, selon vous? Alors, d'abord, je représente le service de l'architecture, oui. Voilà, soyons clairs. Pardon. Donc, plutôt une discipline de projet, de conception, et une discipline qui, de par sa nature, se projette dans l'avenir. Petit préambule utile. Je dirais que heureusement qu'on ne protège pas tout. Heureusement. Enfin, vous vous imaginez si à chaque fois qu'on avait quelque chose qu'on veut, sur lequel on a une envie de transmission, parce que quand même, patrimonialiser, c'est avoir envie de transmettre, on était obligé de sortir l'artillerie lourde des servitudes d'utilité publique. Mais au secours. Donc, heureusement qu'on n'a pas tout protégé. Par contre, ce que je trouve très intéressant sur le bassin minier, mais qui est aussi quelque chose qu'on va retrouver sur la vallée de la Loire, enfin, qui est aussi inscrite sur les listes du patrimoine mondial, c'est qu'on est vraiment sur des paysages qui sont transformés. Alors, c'est particulièrement vrai dans le bassin minier, qui sont transformés par les activités humaines et qui vont y laisser de l'habitat, des équipements, des activités. Alors là, elles sont décédées ou on les a tuées. Et puis toutes les traces de ces activités. Et évidemment qu'on ne peut pas gérer ça et gérer ça comme on gère un objet unique. Parce qu'à l'intérieur de grands paysages comme ça, on a des quantités d'usagers, on a des gens dont les modes de vie évoluent, et c'est normal, et heureusement. On a des évolutions aussi générationnelles, on a des évolutions techniques, des évolutions en termes d'attente. Donc, l'enjeu sur ces paysages-là, c'est d'arriver à ce qu'on gère la transmission pour pas perdre ce qui en fait la cohérence et la mémoire sociale, pour pouvoir finalement continuer à les maintenir en vie en les inscrivant dans une nouvelle histoire. Et ça va pas être la même. Et les activités peut-être vont retransformer encore ce paysage. Et heureusement aussi, parce que peut-être que dans 500 ans, on sera très content d'avoir de l'archéologie. Parce qu'il y a des choses qui vont disparaître et que des gens qui aiment bien gratouiller seront très contents de découvrir la truelle et la petite cuillère. Donc, bah oui, parce que en fait, je pense qu'avec la mémoire numérique, on va être dans 500 ans, on sera comme au niveau de la préhistoire, quoi. Heureusement qu'on aura des témoignages matériels parce que sur l'écrit, je serais moyennement sûre. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment très, très important. Et là, on en est à une telle déformation, finalement, des modes de pensée que si c'est pas ultra protégé, dérogatoire, enfin, dans les trucs de transition écologique, on dit contrainte architecturale et patrimoniale. Contrainte. Contrainte. Ben non. C'est qualité, c'est caractéristique, c'est ce que vous voulez. Qualité, c'est un jugement, mais caractéristique, c'est pas un jugement. Donc, déjà ça veut dire qu'on considère qu'une qualité patrimoniale, c'est un défaut, mais bon sang. Donc ça, je trouve que c'est quand même, il y a un biais de raisonnement, et c'est ce biais de raisonnement qui conduit à dire ah ben alors maintenant on a la transition écologique, ah ben c'est tout pourri au niveau du tableur Excel qui établit le niveau énergétique, alors on rase. Mais est-ce qu'on tient compte d'autres valeurs ?
de la valeur justement de cohérence, de la valeur d'histoire sociale, de la valeur de qualité d'habitat, de relations qui se sont construites autour. Et ça doit amener à changer de position. Et effectivement, nous, on a un outil qui s'appelle le label Architecture contemporaine remarquable, et on voit bien les vices de raisonnement avec ce label. Alors, on a des trucs assez rigolos hein, de labelliser comme la Grande Motte. Alors, c'est pas une cité minière, mais ça raconte quand même drôlement une histoire sociale, la Grande Motte, c'est-à-dire le tourisme pour tous, les vacances pour tous. Donc, c'est un autre type d'histoire, mais c'est quand même une sacrée évolution sociale que ça raconte. C'est labelliser architecture contemporaine. La labellisation, c'est pas du tout un outil de protection. La labellisation, c'est une manière de dire, vous voyez là, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a une architecture en réponse à un besoin social. On ne va pas le figer, mais c'est un outil ordinaire. Et comment ces éléments-là, on les fait passer d'une génération à l'autre. Quand on passe d'une génération à l'autre, on transforme, c'est normal. C'est ce qui fait que quand on vit dans un logement du XVIIe siècle, on n'ouvre pas les fenêtres simplement pour s'aérer et enlever les odeurs, quoi. En général, on va quand même un petit peu sous la douche. Donc, évidemment, si on veut habiter du XVIIe siècle, il a fallu mettre une douche, il a fallu mettre des WC, il a fallu mettre du chauffage, etc. Donc, ça ne se conserve que parce que ça sait s'adapter aux nouvelles techniques aussi de chaque génération. Pourquoi on ne ferait pas ça avec du patrimoine plus récent ? Bah, s'il faut le faire, il faut apprendre à le faire. Il faut déconstruire un raisonnement et des schémas de pensée qui disent c'est plus adapté, ça date de la génération précédente, eh bien je casse. Ben non, c'est un peu ce logiciel-là qu'il faut reprogrammer, et c'est un vecteur d'innovation, d'invention, de création pour les architectes qui est quasiment infini. Parce que toutes les techniques et autres, et les formes ont considérablement évolué en moins d'un siècle. Les programmes se sont diversifiés d'une manière incroyable. Vous imaginez une MJC, enfin une maison des jeunes et de la culture pour les plus jeunes qui ne savent même pas ce que c'est. Il y en a eu plein des MJC de construites, c'était un programme. Maintenant, les MJC, c'est plus très tendance. Qu'est-ce qu'on fait d'une MJC ? La salle des fêtes du village, il y en a dans tous les villages de France. Qu'est-ce qu'on fait de la salle des fêtes demain ? Donc tous ces programmes-là qui sont des nouveaux programmes, ils vont avoir besoin de retrouver un usage. Et donc là, il y a vraiment, en faisant un peu tourner les neurones, il y a vraiment des potentiels de projets et de réutilisation, mais quasiment infinis. Donc allons-y, quoi. Et les architectes, ils sont juste faits pour ça. J'imagine, Monsieur Campion, que vous buvez du petit lait. Comment vous pouvez réagir à ce qui vient d'être dit? Effectivement, pour un bailleur comme Maisons et Cités, donc bailleur social, notre rôle premier de bailleur, c'est de loger la population. Et la population modeste, de surcroît. Même si, en France, dans le logement social, 80% de la population rentre dans le logement social. Donc on vise un spectre très large de la population. Ce patrimoine, ça a été décrit depuis ce matin, c'est à la fois pour nous, bailleurs sociaux, un frein, et ce classement, cette patrimonialisation, c'est à la fois un frein, mais c'est en même temps une opportunité remarquable pour un bailleur social. C'est un frein parce qu'effectivement, on a des contraintes, on a des coûts de réhabilitation, on y reviendra peut-être après sur le volet plus financier, mais on a aussi des contraintes dues à l'histoire de ce patrimoine. Ce patrimoine, il a été dans un certain nombre de sites avec des mouvements. L'affaissement minier, ça a été évoqué ce matin. Donc un patrimoine qui a pu être chahuté, qui a pu aujourd'hui, a encore ou peut encore avoir les stigmates de ces mouvements qui, sur certains endroits, encore en ce moment, bougent et donc casse, détruit, rend quasiment impossible l'utilisation
dans des bonnes conditions de sécurité de ce patrimoine. Rassurons-nous, c'est que sur des endroits ponctuels dans le bassin minier, mais ça arrive encore. Et ce point-là, il faut également l'intégrer. C'est un patrimoine qui aussi régulièrement a subi de l'humidité, de par le matériau, la brique, la perméabilité, de l'humidité aussi qui remonte par le sol. Donc ça nous entraîne à faire un certain nombre de traitements. On a souvent des caves dans ce patrimoine qui étaient à l'époque aussi l'endroit où on stockait la nourriture. Donc il y avait une vocation de ces caves. Aujourd'hui, comment on retrouve aussi une vocation de ces caves qui sont régulièrement humides du fait également de l'arrêt de l'exploitation minière, qui a fait que un certain nombre de nappes qui pouvaient être pompées par la mine, aujourd'hui retrouvent peut-être un certain nombre d'endroits, donc entraîne aussi sur le patrimoine des conséquences. C'est un patrimoine qui a été construit à l'époque pour loger des mineurs, donc avec souvent et très régulièrement dans une même cité énormément de typologies similaires. On peut avoir des cités de 700, 800 logements horizontaux avec une taille de jardin de 300 à 500 mètres carrés. Je vous laisse calculer la surface que ça représente au sol dans des communes, et dans des communes de 3000, 4000 habitants, on peut avoir et on peut être propriétaire de quasiment 80% des logements. Mais cette typologie similaire, c'est aussi des typologies, on peut avoir des cités à 800 logements, dont 700 type 3. Toutes les familles françaises ne rentrent pas dans un type 3. À l'époque, c'était le modèle avec 2 pièces à rez-de-chaussée, les commodités en général au moment de la construction au fond du jardin, et 2 chambres à l'étage. Et dans chacune des chambres, on avait 2, 3, 4 enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le modèle de l'habitat, l'attente des habitants et l'attente de la population d'aujourd'hui? Ce patrimoine a été également remanié, retravaillé, on y a amené les communautés, on y a refait un certain nombre d'endroits du chauffage central, on y a installé de l'isolation, plus ou moins forte, plus ou moins en fonction des périodes, en fonction des années. Donc, ce qui nous amène à avoir un patrimoine qui est totalement hétéroclite et sur lequel on a énormément d'enjeux de réhabilitation. Mais c'est aussi une réelle opportunité parce que pour un bailleur social, disposer de 65 000, dont 61 000 logements miniers individuels, en termes de produits, d'attractivité, à condition qu'ils répondent aux attentes de la population, c'est une réelle opportunité. On doit et on se doit sur ce patrimoine de tenir compte de son histoire, de l'histoire de chacune des compagnies minières. C'est aussi un patrimoine très diversifié. Ça a été expliqué ce matin. Chaque compagnie construisait des logements pour attirer les ouvriers, attirer les mineurs. Donc on a une réelle diversité architecturale très intéressante sur laquelle on mène avec la mission bassin minier et avec les équipes de la DRAC des réflexions sur comment mettre en valeur encore plus ce patrimoine et la différence entre les compagnies minières et entre les dates de construction des cités au sein même d'une même compagnie minière. Raphaël le disait tout à l'heure, les cités pilotes ont été un certain nombre de témoins, d'expérimentations qui aujourd'hui effectivement nous permettent, dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, de traiter et d'intégrer ces cités en opérations intégrées, sur lesquelles on vise à la fois l'enjeu du logement, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse en tant que bailleur également, l'enjeu de l'aménagement urbain, de l'aménagement des espaces publics, en accompagnement des travaux réalisés par le bailleur. Ces enjeux urbains, ils sont importants parce que ces cités, elles ont été, et ça a été expliqué très très bien ce matin, elles ont souvent été construites en dehors des centres-bourgs, sans forcément de liaison avec la ville ou aujourd'hui avec les villes moyennes que constitue l'archipel des villes du bassin minier. Il y a un réel enjeu à ce qu'une fois l'exploitation minière terminée, puisque les cités étaient en général tournées, les voiries, l'ensemble des cheminements tournés vers le puits de mine et non pas vers la ville, mais pour emmener les ouvriers vers le puits de mine, comment ces cités, on les relie, on fait de la couture urbaine, on les amène à ce qu'elles soient intégrées à la ville. Ça pose derrière aussi la question pour les collectivités locales des transports urbains, des aménagements, des services dans les cités où à l'époque on avait l'école, on avait souvent l'église, on avait une école ménagère, on pouvait avoir l'épicerie, on pouvait avoir un certain nombre de services qui aujourd'hui ont quasiment disparu.
Le fait de traiter ces cités sous forme de cités intégrées dans une démarche partenariale, État, région, département, ville, agglo, bailleurs et l'ensemble des services qui travaillent sur la protection du patrimoine, nous amène à réaliser des schémas d'aménagement urbain qui nous permettent également de traiter le sujet des aménités dans ces cités. On est en train, à certains endroits, de recréer et de positionner dans les cités minières des maisons d'assistance maternelle, un atelier d'artistes, ça a été cité ce matin, et puis également d'installer des hypercafés pour remettre au sein de ces cités du lien social, de l'activité et de la cohésion sociale. Il faut imaginer qu'une cité moyenne, c'est 300 à 400 logements. Vous mettez 2,3, 2,4 personnes par logement. Vous arrivez vite à un bassin de vie, un bassin de 500, 600, 700, 800 personnes qui aujourd'hui, à certains endroits, sont positionnés en frange de la ville et donc dont l'enjeu en termes de renouvellement du bassin minier, c'est aussi de les amener à se reconnecter à la ville. Je le disais tout à l'heure, on a du patrimoine qui a été également un petit peu secoué, abîmé par le temps, l'exploitation, la réalisation également des différentes opérations de réhabilitation. Peut-être que nos successeurs dans 20 ans diront qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on a du patrimoine sur lequel, à certains endroits, de manière ponctuelle, parce que le projet urbain doit nous amener à avoir une mixité dans l'habitat, une mixité dans les typologies. On a une population vieillissante. Aujourd'hui, dans les locataires de maisons et cités, on a un tiers de nos locataires, c'est-à-dire plus de 20 000 logements, dont la moyenne d'âge de l'habitant principal est supérieure à 65 ans. On a également dans ce patrimoine à gérer le défi du vieillissement. Et je ne vous parle pas des ayants droit du régime de la mine, on en loge encore 9 000, dont la moyenne d'âge est 86 ans. Donc, dans du logement dans lequel on a 2 pièces à rez-de-chaussée, les 2 chambres à l'étage, ben pour ces personnes-là, souvent, une des 2 pièces au rez-de-chaussée, ben c'est une chambre, parce qu'ils ne montent plus à l'étage. Donc, comment, dans les opérations intégrées, on apporte également une réponse en termes d'habitat adapté pour les personnes âgées. Donc, ça veut dire potentiellement, à quelques endroits, de manière ponctuelle, dans un projet urbain partenarial, une démolition d'une partie du patrimoine pour construire autre chose d'adapté. Alors, adapté en termes de personnes âgées, mais aussi adapté en termes de mixité d'habitat. On a aussi, à certains endroits, besoin de réaliser de l'accession à la propriété, de retrouver un peu de densité. On évoquait ce matin l'artificialisation nette et le zéro artificialisation nette. On a une densité dans ces cités qui peut, à certains endroits, en fonction de leur localisation, en fonction aussi de notre capacité à trouver ou pas un produit adapté aux attentes d'aujourd'hui, à réaliser quelques démolitions pour trouver une autre forme d'habitat et amener une autre population dans nos cités. Donc l'enjeu de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, c'est aussi de faire évoluer ce patrimoine, de l'adapter aux attentes d'aujourd'hui. Raphaël, tout à l'heure, tu parlais du lien au jardin. Souvent, nos maisons n'avaient pas d'accès direct au jardin et n'ont pas d'accès direct au jardin. Il faut passer par la cuisine ou l'arrière-cuisine ou passer par la cuisine avant d'aller dans les sanitaires pour trouver une porte pour aller au jardin. Dans les opérations de réhabilitation que nous menons aujourd'hui, on ouvre les pièces à rez-de-chaussée, on redonne un accès direct au jardin et on retrouve à la fois des logements traversants, mais aussi une véritable relation au jardin avec un positionnement, quand on le peut, des pièces d'eau à l'étage en fonction des surfaces et des typologies. Donc une véritable adaptation du volet logement, une adaptation du volet et de l'aménagement urbain qui est un enjeu majeur du bassin minier pour que ces cités soient intégrées, et Jean-Louis l'a rappelé à la fois dans son rapport mais ce matin aussi, ces cités, elles ont nécessité d'être attachées à des villes et à des centres-bourgs. Merci pour ce très précieux témoignage. Est-ce que vous pouvez le compléter peut-être d'aspect financier? Est-ce que cette patrimonialisation renchérit les projets ou les rend plus chers ou... Alors, c'est un sujet sur lequel voilà, on peut avoir beaucoup de discussions, mais aujourd'hui, nos moyennes de réhabilitation sur les opérations varient entre, on va dire, 95 000 et 130 000 euros par logement.
Si on prend un logement collectif classique, on est plutôt entre 60 et 70 000 euros. Je vous laisse faire le calcul du rapport et du ratio. En face, par rapport à un bailleur social qui a du logement collectif qui réhabilite pour avoir la même performance énergétique, c'est-à-dire une étiquette C ou un niveau BBC rénovation, on a le même loyer. Parce que le prix du loyer au mètre carré, en France, est le même partout, zone 1, zone 2, zone 3. On est en zone 3 dans le bassin minier. On n'est pas en zone 1, on n'est pas à Paris ou dans la couronne, ou dans la couronne parisienne ou dans les grandes métropoles françaises. Donc on a, en face de cette dépense au logement, un loyer moyen entre 350 et 500 euros. Si vous prenez 130 000 euros de dépenses, un loyer de 450 euros, sans même parler de frais financiers, d'entretien courant, de grosses réparations, il faut 25 ans pour l'amortir. Uniquement l'investissement initial. Donc derrière, ça nous oblige, avec l'accompagnement dans le cadre de l'ERBM sur une partie de notre production de l'État, de la région, des collectivités locales en termes de subventions, donc des EPCI en particulier, à une véritable ingénierie financière pour pouvoir porter ces investissements qui vont permettre de continuer d'avoir ce patrimoine social qui est une véritable opportunité pour les habitants du territoire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer comment nos habitants sont fiers d'habiter dans leur logement. Pour certains, ça rappelle leur histoire, leurs parents, leurs grands-parents, mais pour d'autres qui arrivent dans ce territoire, quand on arrive à leur faire des explications sur le pourquoi ce patrimoine est là, pourquoi on le réhabilite et pourquoi on amène ces logements dans cette performance énergétique, en les transformant et les adaptant, on a une véritable fierté de logement dans ce patrimoine. Ces programmes, juste un dernier mot, ces programmes, on les réalise dans une gestion partenariale et dans une concertation importante avec la population. Quand on a lancé le RBM en 2017-2018, on a lancé beaucoup de groupes de travail, y compris avec nos habitants et fortement avec nos habitants, sur lesquels on leur a fait travailler directement dans les logements, dans des logements vides. C'est quoi pour vous le logement? Comment vous l'imaginez? Vous l'habitez? Comment demain vous imaginez? Est-ce que dans votre salle de bain, vous préférez une douche, une baignoire? Est-ce que au rez-de-chaussée, la cuisine, elle doit être ouverte, elle doit être fermée? Toutes ces questions. Alors, en 2020, on a été frappé par la crise sanitaire, mais on a lancé dans toutes les cités, dans les 30 cités aujourd'hui en travaux sur le territoire, on a lancé toutes ces phases de concertation qui nous ont permis également, avec les collectivités locales, avec nos partenaires de l'État, de la région et des collectivités locales, de porter également un discours sur l'histoire de ce patrimoine, d'où il vient et pourquoi on l'emmène dans cette réhabilitation. Et dernier mot, on y fait également dans ce patrimoine des expérimentations à grande échelle sur l'utilisation de matériaux biosourcés. On a lancé sur Pécancourt, alors c'est la même ville que les cités Lemay et Sainte-Marie qu'on a pu voir ce matin ou tout à l'heure, une expérimentation avec la mise en œuvre de béton de chanvre en termes de matériaux isolants à l'intérieur du logement, avec un résultat aujourd'hui, donc on attend les résultats de l'instrumentation, parce qu'on a lancé avec l'Université d'Artois et l'Université Polytechnique de Valenciennes, une instrumentation sur 50 logements qu'on a traités en béton de chanvre, et les premiers retours qu'on peut avoir, qui sont des retours subjectifs des habitants qui y ont passé leur premier hiver, est un retour très positif parce que, en plus d'avoir le confort thermique, on traite également le confort et le sujet lié à l'humidité. L'hygrométrie dans le logement, puisque le béton de chanvre, soit projeté, soit en bloc, on y a mis les deux techniques pour aussi les comparer, nous permet également de traiter le sujet de l'hygrométrie à l'intérieur du logement avec une absorption et un rejet au fur et à mesure des besoins du logement. Et on va y voir cet été, puisqu'il y a aussi dans les études également un impact potentiel sur le confort d'été. Donc vous voyez, tout ce patrimoine, tout cet engagement pour le renouveau du bassin minier, pour un bailleur, j'ai l'habitude de dire à mes équipes, ce patrimoine, il nous oblige, mais pas dans n'importe quelles conditions. Aujourd'hui, effectivement, on a à gérer une question d'attractivité de ce patrimoine pour que ça réponde aux attentes de la population d'aujourd'hui, de demain et surtout d'après-demain, puisque nos investissements
Vous l'avez vu, on va les amortir sur 25, 30, 40 ans. Donc il ne faut pas qu'on soit rattrapé par la patrouille, si je me permets, dans les années qui viennent. Et également d'attractivité en termes d'enjeux de renouvellement urbain. Dernier chiffre, depuis 10 ans, depuis le classement du patrimoine, et uniquement sur le patrimoine classé à l'UNESCO, Maisons et Cités a investi 650 millions d'euros dans ce patrimoine. Et je ne parle pas de l'entretien courant, je parle que de l'investissement. Et sur les 10 ans qui viennent, uniquement sur le patrimoine classé à l'UNESCO, on va investir plus de 700 millions d'euros. Donc au total, c'est un peu plus d'1,3 milliard investi par le bailleur sur le patrimoine classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le reste de notre patrimoine, on aura investi sur la période des 20 ans un peu plus de 2 milliards d'euros. C'est de l'investissement local, porté par des TPE et PME de la région, non délocalisables, et dans lequel également on fait jouer les clauses d'insertion dans nos marchés, ce qui nous permet également d'aller chercher dans nos habitants, nos locataires, des personnes éloignées de l'emploi, pour essayer de leur remettre au travers des marchés de travaux un pied à l'étrier, de les retourner, de les ramener vers l'emploi, vers l'activité, et donc de retrouver une réelle dignité dans notre société. Je pense qu'on reviendra après sur ces questions de méthode. Vous avez eu cette très belle phrase disant que le patrimoine social est une opportunité. Or, je note que de nombreux sites remarquables, en tout cas aux yeux des historiens de l'architecture dont je suis, sont aujourd'hui menacés, notamment des ensembles sociaux exceptionnels, la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, les Tournuages à Nanterre, ou encore la Maison du Peuple. Bon, c'est pas un ensemble d'habitations sociales, mais c'est un symbole du patrimoine social, la Maison du Peuple à Clichy. Christine Lecomte, selon vous, de quel mal ces situations sont les symptômes? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui, c'est bon. Alors peut-être tout d'abord dire que je suis extrêmement honorée d'être là parce que je pense que l'exemple du bassin minier est un exemple pour beaucoup d'autres territoires et pour beaucoup d'autres types de situations que nous vivons aujourd'hui en France. Et donc effectivement, pour nous, on doit en tirer des conséquences, mais pas simplement entre nous, les acteurs du patrimoine, ou alors les acteurs bailleurs sociaux engagés. On a besoin que ça soit beaucoup plus porté en interministériel. Parce que l'une des questions qui est fondamentale, c'est que souvent ce patrimoine du XXe siècle, il est lié à une conjoncture plutôt dans un autre ministère dont dépend notamment l'Agence de rénovation urbaine, dont les fonds sont quand même largement, et l'équilibre budgétaire est quand même largement porté par un équilibre dans lequel la démolition a une place tout à fait conséquente. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, avec la question des déchets qu'on produit en masse en France, je vous rappelle quand même 66% des déchets sont produits par le bâtiment en France, donc autant dire on peut arrêter de trier à Paris, ça sert à rien. Puisque 75% en Île-de-France, donc autant dire à Madame Dupont d'arrêter. Hein, je pense que là, donc le bâtiment a besoin de faire des efforts, ne serait-ce que sur cette question-là. Et donc à partir de ce moment-là, si l'équation économique est portée par la démolition dans un autre ministère, ça nous demande à nous, acteurs de la question patrimoniale et de l'architecture, de développer des efforts qui sont extrêmement conséquents pour convaincre. Et là, on a un exemple typique d'une réussite d'une chaîne d'acteurs qui, si on remonte, se sont mis à plusieurs pour convaincre. Et en parallèle de ça, donc nous, depuis quelques années, on est submergés de demandes de confrères notamment, mais on n'a pas forcément besoin des confrères pour en prendre conscience, qui nous alertent, que ça soit à Candilis à Toulouse, que ça soit à la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, je prends ces deux exemples-là puisque vous m'interrogez sur le logement social, sur la question de la démolition de grands ensembles qui clairement ont des intérêts patrimoniaux, des intérêts d'usage, et même si je prends la Butte Rouge que je connais bien, sont quasiment des écoquartiers du XXIe siècle sans qu'on ait à les toucher. Donc là, on est dans des inepties totales. Quand en plus on voit que l'enquête publique a été à 80% contre le changement du PLU, on se pose réellement la question de la manière dont la chaîne de décision est portée et dont la manière dont même les crédits d'État sont dans des inepties totales. Donc là, on a un vrai sujet.
Donc, au niveau de la Direction générale du patrimoine, j'ai alerté plusieurs fois Jean-François Hébert sur la question de ce patrimoine 20e qui, au-delà de la labellisation, demande un traitement particulier par cet interministériel, ce qui pose la question de l'interministérialité de l'architecture, notamment au niveau des cabinets ministériels, pour engranger une discussion à toutes les échelles de l'État. Je prends l'exemple très simple de la butte rouge. Si, en tant que présidente de l'ordre, vous intervenez sur la butte rouge en disant Monsieur le préfet de région, parce que c'est là où il faut aller voir les personnes de l'État, vous avez un souci sur la butte rouge. Sur la mairie, on est en train de proposer quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on pourrait faire, alors qu'il y avait 3 scénarios qui préconisaient de conserver, qui arrivaient à densifier et qui mettaient l'opération à l'équilibre. Donc tout bon. Et là, vous faites des tonnes de propositions. Vous proposez le programme REA-PUCA pour que ça rentre en expérimentation, donc des sous en plus. Vous proposez d'aller directement voir la rénovation urbaine vous-même pour qu'il y ait un effort qui soit fait de démonstrateur sur un exemple qui est quand même visité dans le monde entier, qui est proche de Paris, etc. On se rend compte que la problématique est là, très spéculative, et pas du tout d'ordre patrimonial. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans un effet où le préfet était très bien à l'époque, il a redemandé une analyse. Sauf que l'analyse qui a été faite par les services de l'État n'a pas été faite conjointement des deux côtés, elle a été faite notamment du côté de l'État, on va dire en rue, par finalement un nouveau diagnostic structurel des bâtiments. Donc là, vous imaginez bien que le BET qui répondra après à l'appel d'offres pour construire va pas dire que le bâtiment ne doit pas être démoli. Il va dire ça marche pas, il y en a 3 qui ont un petit peu d'humidité. Oh là là, il faut qu'on fasse attention. Donc là, il y a un vrai sujet parce que vous, ce que vous avez fait avec l'esprit pédagogique, c'est une analyse de critères sur tous les sujets. On n'est pas allé que dans la structure du bâtiment, sinon effectivement la brique s'effrite, ça fonctionne pas, il faut faire une rénovation thermique, il n'y a rien qui fonctionne. Vous avez regardé les qualités patrimoniales, les qualités paysagères, les qualités sociales, la plus-value, etc. En fait, vous avez considéré l'existant. Vous disiez assumer le patrimoine, mais aussi le considérer dans sa valeur qu'il est déjà, ne serait-ce ce n'est pas qu'un patrimoine culturel, c'est aussi une valeur économique. Et donc, à partir de ce moment-là, le diagnostic est faussé quand il est que sur un paramètre. Donc là, par rapport à votre question, nous, aujourd'hui, on a un vrai sujet qui est cette interministérialité, qui est le portage, qui est la manière dont finalement les acteurs se dialoguent ensemble dès le départ. Et puis, il faut le dire, c'est extrêmement compliqué, parfois pour les architectes des bâtiments de France, de pouvoir prendre des positions à l'envers de leur préfet. Il faut le dire aussi. Je veux dire, là, je suis obligée de le dire comme ça. C'est pas facile, c'est pas évident. Des préfets ou des ABF? Des ABF, je crois. Il y a peut-être un préfet dans la salle. D'ailleurs, bon, mais je pense que les ABF le savent très bien. C'est quand on n'est pas suivi ou quand c'est difficile, le portage, il est compliqué. Il est compliqué. On n'est pas tout seul contre tous. Donc, on a besoin de cette chaîne d'acteurs. Et c'est vrai que là où je vois l'intérêt, c'est que peut-être on aurait besoin d'avoir plus de missions pédagogiques en amont, comme ça, qui peuvent faire le lien entre les acteurs, qui peuvent aussi convaincre, qui peuvent donner les aspects positifs de ces réhabilitations. Et en tout cas, ce qui est sûr et clair aujourd'hui, c'est qu'il faut tirer des enseignements d'un projet comme celui du bassin minier pour pouvoir en faire le lien et que finalement, ça infuse dans des pratiques de l'État à tout niveau et notamment au niveau de l'ANRU. Oui, je vais intervenir quand même parce que on oublie à un moment que finalement la qualité architecturale, elle a été décentralisée. C'est-à-dire que l'outil qui fabrique l'aménagement aujourd'hui, c'est les documents d'urbanisme, et qui sont quand même des outils élaborés par les collectivités locales. Que la commande architecturale aujourd'hui, même la commande publique, c'est les collectivités locales qui dominent. Et que tenir une ambition de qualité architecturale ou de qualité patrimoniale sur un territoire, c'est de la responsabilité et de la volonté des élus locaux. Et le bassin minier, c'est un projet politique. D'abord, c'est parce qu'il y a eu des élus qui ont souhaité la reconnaissance
de leur territoire, de la mémoire sociale de leur territoire, de la construction du paysage culturel, que ça a pu aboutir. Alors après, derrière, il y a des experts, il y a tout ce qu'on veut, hein, ça se fait pas tout seul. Tous les élus ne sont pas... C'est toujours comme ça, autrement ça serait pas drôle. Mais il y a quand même eu à un moment donné une volonté commune de se dire c'est important pour nous, c'est notre territoire, on en a la responsabilité, y compris vis-à-vis des gens qui y habitent, et donc on s'engage et on fait des choix. Quand vous avez des élus qui sont pas dans cette optique-là, l'État, il peut bien dire que c'est débile, que c'est un contresens, qu'il y a 40 000 possibilités. Il peut freiner comme il peut, hein, appuyer sur la pédale de frein autant que possible. Je sais que pour la Butte Rouge, par exemple, si vous ne signez pas l'autorisation de démolir des logements sociaux, bah, globalement, vous ne pouvez pas les démolir jusqu'au jour où un maire, ça c'est un autre exemple, lâche le bulldozer et que le tout sans autorisation, mais on va peut-être pas trop diffuser la possibilité. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'est un frein. Mais après, pour s'opposer à ça, il faut sortir l'artillerie lourde. Il faut sortir une instance de classement où il faut sortir vraiment des choses qui sont des vrais chocs. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que, effectivement, et ça, c'est un enjeu pour l'architecture du XXe siècle, c'est d'arriver à avoir suffisamment de joueurs, entre guillemets, pour montrer qu'on peut transformer. Et que transmettre, c'est aussi transformer et adapter. On dit qu'on lui donne tous les mots du monde à l'architecture du XXe siècle pour tas de trucs. Alors c'est en béton, c'est moche, enfin des trucs un peu débiles, un peu trop caricaturaux. Mais en même temps, quand on regarde des architectures qui ont été construites dans les années 50-60, avec le niveau d'entretien qu'il y a eu, elles ont remarquablement tenu la route. Remarquablement tenu la route. Se dire qu'on doit réhabiliter au bout de 70 ans quel bâtiment traditionnel, vous ne réhabilitez pas au bout de 70 ans. Donc, il y a aussi tout un tas d'idées reçues à déconstruire. Et puis, justement, comme disait Christine, de montrer tous les bons exemples, de décomplexer sur oui, c'est possible. Et on a un ensemble d'AIO qui, je pense, donc pareil que les tournuages. Les tournuages, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une partie réversible. Donc, il y aura quand même un petit choc avec l'apparition potentielle d'un Dubaï plage à la place des tournuages, mais en tout cas, on peut toujours l'enlever, quoi. Mais on a eu on est passé pas très loin d'une catastrophe sur une cité d'Émile Layot, la cité du Wiesberg. Et puis là, il y a eu un retournement de l'élu qui a dit, ben, en fait, on démolit pas autant. Alors après, il faut que tout le monde se mette autour de la table pour l'aider à construire un projet. Parce qu'à un moment donné, il faut bien l'aider, l'élu qui prend ce courage-là, pour construire le projet. Mais c'est possible. Donc, il faut tenir, quoi. Faut continuer et puis se dire qu'on a... il a fallu quoi, plus de 50 ans, ou 60 ou 70 ans pour construire une politique patrimoniale. Donc, nous, ça nous énerve beaucoup, mais il faut donner du temps au temps aussi. Le temps d'appropriation, le temps d'exemple, les temps de formation. Enfin, la ville, c'est pas faite en un jour, comme on dit. Oui. Je voudrais juste réagir, parce que je suis d'accord avec toi sur la politique patrimoniale. Totalement. Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un moment donné où la politique patrimoniale est complètement confrontée à la politique écologique. C'est-à-dire qu'on n'est plus que dans une politique patrimoniale. Et c'est là où il faut absolument que les décideurs comprennent que le patrimoine est une solution et une chance. Il suffit de regarder la crise géopolitique et l'augmentation du coût des matériaux pour se rendre compte que comme une construction neuve, c'est 70 fois plus de matériaux qu'une réhabilitation,
le coût, à un moment donné, il va peut-être basculer dans l'autre sens, même si pour l'instant, il n'est pas visible et on en est tous d'accord. Donc c'est vrai qu'on pense beaucoup en coût à un instant T pour l'investisseur et jamais en coût global pour la patrie, quoi, si on peut le dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet parce qu'on est malheureusement plus que dans une politique patrimoniale. On est dans une politique patrimoniale qui est confrontée de plein fouet à cette autre politique. Et c'est là où l'exemple du bassin minier, moi je le trouve particulièrement intéressant, parce que en plus, les qualités d'usage qu'on retrouve dans ce qu'on réhabilite sont assez exceptionnelles dans la manière dont on peut vivre en tant qu'habitant après. Tout n'est pas parfait. très simple, Non. chez nous y compris. Et alors c'est vrai que puis là on est entre nous, donc on présente aussi ce qui va bien. Tout va pas bien. Et notamment, alors c'est sûr qu'on disait en rigolant avec Jean-François Campion, on a la chance d'être pauvre. C'est-à-dire que les sujets que vous évoquez, on n'a pas chez nous, par exemple, la couche spéculation. Donc ça, déjà, on la met de côté. Et je pense que si on met ça de côté, dans 90%, 99%, je ne sais pas, on sait rénover. Ce qu'évoquait Jean-François Campion, on est dans la virgule, c'est-à-dire les endroits où on ne va pas savoir trouver de solutions. Mais c'est notre boulot aussi collectivement de travailler sur ces quelques cas, parce que c'est ces cas qui peuvent faire école. Moi, ce qui me pose aussi problème, c'est que c'est vrai qu'on a fait des beaux schémas directeurs dans le cadre de l'ERBM, mais les gens ne vivent pas dans des schémas directeurs. Et le problème, c'est que on évoquait la question du financement, mais il y a la question de la place de l'architecte et la place du paysagiste. C'est-à-dire que là, on commence à voir sortir la traduction de ces schémas directeurs quand on passe en maîtrise d'œuvre. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans le bassin minier, il y a encore une culture qui est que quand on rentre dans le gras, c'est-à-dire que c'est sérieux, on file l'opération à des bureaux d'études, VRD, pour faire des aménagements. Et alors là, c'est-à-dire que toute l'ambition qu'on avait, sur lesquelles on a travaillé pendant 2 ans, des fois, avec des financements, avec plein de gens autour de la table, avec des comités de pilotage, des comités techniques, plein de gens intelligents, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on rentre, les paysagistes, les architectes disparaissent quand on rentre dans la maîtrise d'œuvre. Et ça veut dire que quand on mène des diagnostics sur des bâtiments anciens, si on confie ça, j'ai rien contre les bureaux d'études, on travaille mais à un moment donné, c'est ceinture, bretelles, parachute et tout ça. Et moi, j'ai une discussion avec un architecte du patrimoine là dans le bassin minier qui commence à travailler sur alors on l'a amené sur un bâtiment, mais très 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 compliqué. Il avait les yeux qui brillaient, sauf qu'il me dit, moi, je fais mes calculs de résistance des matériaux. Il m'arrive d'arriver sur des églises à rénover où les bureaux d'études partent en courant parce que les modèles ne fonctionnent pas. Mais ça, c'est le quotidien, c'est-à-dire qu'on fait appel. Alors évidemment que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et moi, je connais pas de bureau d'études qui va prendre des risques. Donc à un moment donné, le truc, il est vite fait, quoi. On arrive. Et où sont les architectes sur les diagnostics? C'est parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la fin de la ville facile. C'est un moment où on doit se dire, voilà, il faut plus de matière grise pour moins de matières premières, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il faut diagnostiquer, oui, il faut passer du temps à comprendre comment ça a évolué, comment ça a vécu, et puis il faut y croire. Et effectivement, si vous êtes pas dans un endroit où il y a une spéculation foncière très forte, évidemment. Évidemment, c'est pas le 92. C'est clair. Et encore plus, il n'y a pas le tramway qui arrive juste en bas de la butte rouge. Non. Donc c'est clair que vous n'êtes pas du tout dans le même système. Mais là, on arrive, on est un peu dans 2 extrêmes. N'empêche que la butte rouge, il suffit de regarder pour voir que c'est flagrant, en fait, que ça fonctionnerait autrement. Donc c'est aussi ça qui est l'outil de protection. Le 11-19, par exemple, enfin les grands sites qu'on appelle là. Ouais. Donc à un moment donné, il y a l'État qui est venu et qui a dit, voilà, je parie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution technique, il n'y a pas de solution financière, il n'y a même pas de maître d'ouvrage, il n'y a pas de programme, mais ce site, il a une valeur, je le protège. Et aujourd'hui, ces éléments dont on parle et qui font évidence, c'est-à-dire que tout le monde se dit, évidemment, on n'aurait jamais démoli ça, mais il y a 20-30 ans, c'était pas ça. La cité des électriciens qu'on voit aujourd'hui, tout le monde en trouve ça tous super, mais je peux vous dire que ça a été un combat hallucinant. C'est-à-dire que nos boulets d'aujourd'hui sont nos pépites de demain. Et si à un moment donné, des fois, il faut assumer le fait que le critère valeur, s'il est partagé, assumé, on prend un risque et on se dit, j'y vais, quoi. Je protège, je sais qu'on trouvera des solutions. Mais je crois que c'est aussi la particularité de ce territoire. C'était l'État, il s'est senti une responsabilité. Enfin, je ne suis pas l'État, il y a des représentants de l'État dans la salle, mais il s'est senti une responsabilité aussi parce que c'était Charbonnage de France.
Donc c'était un tout, c'était une globalité. Et c'est ce qui est la chance, ce qui a été la tristesse ou la misère mais qui était inéluctable de l'arrêt de l'exploitation du charbon, la disparition de l'activité. C'est ça qui aujourd'hui est la chance, paradoxalement. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une vision globale, il y a un pilotage, il y a des pilotages croisés, il y a tout ça. Alors que quand on est dans un département très riche de l'Ouest parisien, le moteur principal, c'est pas le nombre de mètres carrés qu'on va descendre en bas de la page, c'est le bilan financier avec le chiffre qu'on va dégager de bénéfices. Donc, et là, on peut en faire du bénéfice. Puis le prix du mètre carré, il monte tous les jours. Puis alors, quand le tramway arrive où il y a la gare, là, c'est bingo. Donc, là, en fait, la chance, finalement, elle est très particulière. Et c'est pour ça, je pense que ce territoire, il est vraiment exceptionnel et exemplaire parce qu'il nous permet. Le mot laboratoire, c'est pas très bien, on pense à des souris blanches, il n'y a pas de souris blanches, mais le côté expérimental, c'est que on est dans un tout, une ville qui s'est fait par morceaux, par fragments, mais qui s'est trouvée réunie, et du coup sur laquelle peut se développer une réflexion globale. Et ça, c'est quand même très très rare en réalité. Et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce territoire et qui peut être exemplaire. Et puis finalement, j'allais dire, même le bailleur social, il est dans le jeu, il s'est mis dans le jeu, là où un bailleur social dans un département de l'Ouest parisien, il serait lié à d'autres considérations aussi, parce que, et puis ce serait pas la Caisse des dépôts, ce serait, voilà, enfin, tout ça serait différent. Donc là, en fait, on a le bénéfice d'une action qui est à la fois celle de l'État et des collectivités et de tout un tas d'organes de pilotage. Alors, c'est sûrement, parfois, ça va jamais assez vite. Les gens trouvent que ça va jamais assez vite, mais ça va quand même déjà très très vite, en fait, en réalité. Bon, après, à l'échelle de la vie humaine, ça peut sembler ne pas aller assez vite, mais à l'échelle de la vie de la ville, ça va vite. Donc, moi, je pense, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment, ce territoire est passionnant parce qu'il nous permet d'aborder des choses. C'est comme la question de démolir, de construire. On l'a regardé à l'agence. On a travaillé sur cette valeur universelle exceptionnelle du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit plus rien démolir? Est-ce qu'on doit tout conserver? Non, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours du projet. Alors pardonne-moi, je te coupe parce que je voudrais poser une question. Parce qu'on parle beaucoup de logements sociaux, de logements locatifs. Qu'en est-il du logement en copropriété? Quelle politique vous menez à ce sujet-là? Parce que si on ouvre le sujet au-delà du bassin minier, on assiste à des phénomènes de dégradation de copropriété en banlieue parisienne notamment. Que faire de ces ensembles-là? C'est-à-dire qu'il faut les racheter, il faut exproprier, Est-ce que vous êtes confronté à ce type de problème au sein du bassin minier? En copropriété dégradée? Oui. Par défaut des moyens des propriétaires? Oui. Dans le bassin minier, enfin en dehors de un ou deux exemples, mais vraiment très très ponctuels, on est majoritairement quand même sur de l'habitat horizontal, individuel ou de petits collectifs. Donc on n'a pas le phénomène des grosses copropriétés dégradées comme on peut les connaître sur Marseille ou sur d'autres. Mais même des maisons en propriété, comment vous pouvez intervenir dans des cités peut-être? C'est Raphaël complété sur les propriétaires. On a effectivement, il y a eu une politique d'accession à la propriété et de parcours résidentiel dans un certain nombre de nos cités. Donc on a aussi, et on le voit souvent dans nos réunions de concertation, nos réunions publiques d'information portées avec les élus, quelques propriétaires venir se renseigner sur les travaux qu'on va faire en termes d'amélioration du patrimoine. On essaye de les emmener à utiliser potentiellement les mêmes entreprises que celles attributaires de nos marchés de travaux. On ne peut pas dire que ce soit un vrai succès aujourd'hui. Enfin, je pense que derrière, c'est aussi un sujet des élus pour porter auprès des propriétaires l'ambition de l'évolution de la cité, ce que le bailleur peut difficilement faire à la place du maire ou du président de l'intercommunalité en charge du PLUI. Alors, dans le bassin minier, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a il y a moins de 10% du parc qui a été vendu au fil de l'eau, des fois. Il faut se sortir de la tête que les propriétaires amènent de la mixité sociale. Ça peut aussi avoir tendance des fois à figer des situations sociales très compliquées parce que du coup on se retrouve avec des propriétaires qui n'ont pas les moyens, qui ont acheté des logements des fois il y a 10-15 ans pas isolés et qui se retrouvent... donc ça pose la question de la précarité énergétique et ça pose, si on s'en tient... Alors nous modestement ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un recensement des logements privés, enfin qui ont été vendus, et on a fait un petit guide à destination des propriétaires occupants, plutôt pour les conseiller, pour savoir comment les personnes qui pouvaient les accompagner ou les aider pour faire de la rénovation thermique
avec les bonnes adresses, chez qui aller voir, et puis quelques orientations aussi pour protéger les façades, les abords. Et après, ce qui a été fait, mais ça prend un temps certain, c'est que sur une des cités pilotes à la cité Bruno, il y a eu un travail avec le service habitat de l'agglo et de la commune, et donc un accompagnement des propriétaires occupants. Le maître d'œuvre, l'architecte qui avait été missionné par Maisons et Cités pour travailler les logements, a fait aussi un groupement de commandes. Donc en fait, il était maître d'œuvre du bailleur et d'un groupement de commandes. Mais je vous dis pas le temps que ça a pris pour structurer tout ça, pour faire en sorte que le groupement de commandes se structure, des réunions publiques qui déclenchent les travaux en même temps que le bailleur. Donc tout ça, on l'a fait une fois, mais ça se fera plus, quoi. Enfin, là, en référence à une vie antérieure, un des enjeux pour les propriétaires occupants et notamment pour les copropriétés dégradées, c'est de les repérer suffisamment tôt, c'est-à-dire d'anticiper la catastrophe. Donc il y a vraiment tout un travail, enfin, ça avait été fait sur la métropole bordelaise, de repérage pour pouvoir commencer à déjà identifier les problèmes, parce que toute copropriété dégradée n'a pas forcément les mêmes problèmes, et surtout à mettre en œuvre un accompagnement par le biais de ce qui pouvait s'appeler des maîtrises d'ouvrage ou maîtrises d'œuvre urbaine et sociale, les MOUS, là, qui permettent finalement de venir en appui et en accompagnement des propriétaires pour les aider à s'approprier simplement l'idée du projet, ce qui n'est pas toujours évident, et puis à le monter et à créer les conditions de la réalisation. Et effectivement, quelquefois, ça va avec un gros travail de portage foncier. C'est très lourd, c'est très long. Et ce qui est intéressant dans les opérations des bailleurs sociaux, c'est que souvent, justement, ils montrent que c'est possible. C'est-à-dire que le fait de faire avec un opérateur unique un nombre de traitements de logements relativement conséquent, ça montre ce que ça peut donner, en fait. Donc, dès que ça peut donner, on voit ce que ça peut donner, ça permet aussi de redéclencher de l'investissement ou l'envie d'investissement pour certains. Ça a aussi un autre attrait qui est de former les professionnels qui interviennent sur ce parc et donc d'élever le niveau de compétence locale sur la réponse à des problématiques qui sont assez similaires et donc de servir finalement indirectement à l'ensemble du territoire. Et je vois ce qui avait été fait sur Bayonne, qui est quand même, enfin tu connais Philippe aussi Bayonne, enfin Bayonne il y a 25 ans, fallait voir l'état du centre, c'était monstrueux quoi, avec un truc appelé très joliment les appartements sous clé. Donc, sous clé, ça voulait dire que vous aviez un appartement qui pouvait faire 30 ou 40 mètres de long, 2 fenêtres à un bout, 2 fenêtres à l'autre bout, et pour passer dans les différentes pièces de votre appartement, comme il y avait des cages d'escalier, 2 ou 3 dans votre appartement, pour tout l'immeuble, et ben, vous aviez une clé pour passer du séjour à la chambre, de la chambre à la pièce de toilette, etc. Moyen comme qualité de logement, donc inhabitable, hyper précarité, beaucoup de vacances, etc. Ben là, pour arriver à s'en sortir, effectivement, les bailleurs sociaux ont eu un rôle fondamental parce qu'ils ont pris en charge quelques îlots et qu'ils les ont transformés. Donc, ils ont montré qu'on pouvait réhabiter dans cet hypercentre. Et derrière, il y a eu un travail pareil, très partenarial avec chacun qui joue son rôle et porté par un vrai projet politique pour transformer avec du portage foncier, de la démolition, de la reconfiguration lourde, etc. Et là aussi, on est en site patrimonial. Il y a aussi un centre d'interprétation du patrimoine qui est à la fois un lieu de ressources, de connaissances de ce territoire, mais aussi un lieu de référence pour tous les professionnels et un lieu pour parler de chaque projet en ayant directement accès aux ressources historiques. Et à ce moment-là, on voit bien que c'est un cercle vertueux. Et ce qu'ils avaient développé aussi, c'était un dispositif de formation des artisans
porté aussi beaucoup par la collectivité pour élever les compétences locales. Mais maintenant, vous allez à Bayonne, c'est super sympa. Ils n'ont pas complètement fini le travail, mais c'est pas bien gros, hein. Mais ils y sont depuis, je pense, les années 90, facilement. Donc ça prend un temps fou et une sacrée constance et une sacrée motivation de la part des équipes élues et services des collectivités territoriales, hein. Il faut y croire. Malheureusement, l'heure tourne, il va falloir conclure. Je voulais donner le mot de la fin à Christine Lecomte, si elle veut se saisir du micro pour je vais conclure cette table ronde. peut-être juste rebondir avant sur ce que disait Corinne, parce que on sait qu'on doit travailler pour la ville de 2050 là, clairement, notamment avec les augmentations de température qui vont nous arriver, il faut adapter notre patrimoine et donc on doit vraiment s'y mettre maintenant. Et 80% de la ville de demain est déjà là. Donc cette question finalement du temps long et de prendre le temps de refaire en apportant du confort, de l'adaptation et notamment dans ce bâti parfois dégradé, parfois en mauvais état, mais en tout cas notre héritage et notre patrimoine, ça veut dire lui apporter des qualités spatiales de confort. Et en fait, il y a que l'architecture qui va pouvoir travailler là-dessus, parce qu'en même temps, on a besoin de redonner des usages, etc. Peut-être que, alors je sais pas si je peux faire une forme de conclusion pour cette table ronde, parce que je trouve que tu l'as un peu fait tout à l'heure, donc je vais un peu paraphraser, mais je crois que on a ici, avec l'exemple du bassin minier, un exemple pour beaucoup d'autres territoires sur un processus, sur une chaîne d'acteurs, sur une chaîne de valeurs, et qui nous, il faut qu'on arrive à en faire démonstration, à la fois pour la réussite que c'est pour les habitants, pour le territoire, pour la question architecturale et patrimoniale et écologique, mais également dans la chaîne d'acteurs pour donner envie aux autres de faire. C'est possible. Je pense par exemple au club Prisme des villes de la reconstruction, qui est un club qui recense les villes de Saint-Dié-des-Vosges, Dunkerque, Le Havre, bientôt Rouen, Évreux, Caen, Lorient, Saint-Nazaire, Brest. Enfin, vous voyez, toutes ces villes-là et qui travaillent ensemble collectivement sur aussi des paramètres et qui ont finalement une histoire un peu parallèle à la vôtre sur les questions de copropriété dégradée, etc. Et pour qui finalement la question de démolir moins, transformer plus se pose pour habiter les cœurs de ville. Donc en fait, on n'a pas forcément la même histoire partout, mais par contre, on a des similitudes qui peuvent nous donner envie de faire. Donc si on arrivait, nous, alors on le fera à l'ordre, mais si on arrivait à convaincre et à plus travailler en interministériel sur ces questions-là, on arriverait à définir des cadres de travail qui nous permettraient de réaliser partout, en fonction des spécificités territoriales, ce travail de considération de l'existant. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu.